Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. C'est le premier de notre série exclusive intitulée Covid-19, les dirigeants sur le pont témoignent. Et c'est Christophe Mistou que nous accueillons pour ouvrir cette série de 13 webinaires. On a 13 dirigeants qui vont témoigner de leur gestion de crise Covid-19. Alors Christophe, tu as fait une carrière dans le monde du bricolage, d'abord chez Castorama, puis Kingfisher, et enfin chez Monsieur Bricolage, en tant que directeur général depuis 2016. Lorsque tu étais directeur commercial chez Castorama, tu étais l'un des premiers à mettre en place l'holacratie en France. C'était en 2012, donc pionnier de l'holacratie, voyant dans cette technologie de nombreux bénéfices pour pallier au travers des grands groupes, notamment, puisque c'est le monde dans lequel tu as navigué. Et bien que ça n'ait pas duré, cette expérimentation, tu as réitéré l'expérience au sein de Kingfisher en 2014. Et puis aujourd'hui, Monsieur Bricolage, en 2018, on avait mis en place l'holacratie dans l'un de vos magasins intégrés, celui de Hoche, plus précisément. Alors aujourd'hui, tu diriges le numéro 4 français du bricolage avec de nombreux challenges, notamment sur la cession des magasins intégrés, puisque vous souhaitez développer plus de franchises, modèle initial du groupe. Alors bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Margot et bonjour à tous. Alors je vais tout d'abord te poser quelques questions préparées, puis ensuite on passera à la période de questions-réponses avec les participants. Encore une fois, pour les participants, vous pouvez poser vos questions directement via le module Q&A maintenant, pendant la présentation ou après. Je les prendrai dans l'ordre d'arrivée. Alors, première petite question, Christophe, assez générale sur l'impact du Covid-19 sur votre activité au sein de Monsieur Bricolage. Quelle a été la part des effectifs qui ont été mis en télétravail, ceux qui continuent à travailler dans les locaux et ceux que vous avez dû mettre en chômage partiel du coup? Alors, les impacts ont tout d'abord été très importants si on pouvait les segmenter par semaine. En semaine 1, en fait, c'est tout de suite moins 70, moins 75% de chiffre d'affaires. Je parle de moins 70, moins 75 et par moins 100% parce qu'on fait partie des magasins qui, par décret, ont eu l'autorisation d'ouvrir. Cela étant dit, nous n'avions pas d'équipement de protection réparti au niveau des magasins. Nous avions un stock dans nos entrepôts au siège, mais pas dans les magasins. Et donc, il a fallu un peu de temps pour équiper progressivement les magasins de ces équipements de protection individuels. Et donc, de cette première semaine à moins 75%, on est arrivé il y a 2 semaines à stabiliser le chiffre d'affaires et donc à retrouver une activité, j'allais dire, presque normale. Et puis, la semaine dernière, une activité très, très dynamique avec la quasi-intégralité de nos magasins ouverts. Pour ce qui est des effectifs, on a immédiatement placé 85% de nos collaborateurs en activité partielle et les 15% restants en télétravail. Et je suis absolument seul au siège depuis maintenant plus de 40 jours. Je n'y suis pas tout le temps non plus, je suis aussi très largement en télétravail. Et ce pourcentage a un peu évolué puisque maintenant, il y a probablement plus que 60-65% des gens qui sont en activité partielle. On a un léger décalage entre la remontée du chiffre et puis le réengagement des collaborateurs. Il faut gérer la transition progressivement. Et du coup, en tant que dirigeant, quelle a été ta première réaction face à la crise? Qu'est-ce que tu as mis en place dès les premiers jours, dans les premières semaines de cette crise? Oui, alors, en réalité, cette crise, on l'a quand même vu arriver. Il fallait être un peu autiste pour ne rien voir compte tenu du buzz médiatique autour de la Chine et puis progressivement un certain nombre de choses qui se sont passées. Donc, on était plutôt bien préparés. On avait un plan de continuité des activités qui avait été remis à jour en janvier. Nous avions fait des tests en télétravail 2-3 semaines avant le confinement pour évaluer notre capacité à utiliser tous les outils, tous les systèmes d'information à distance. On avait demandé 10 jours auparavant à tous les collaborateurs, tous les soirs, de partir avec leur PC portable et tous les instruments de communication. Ce qui veut dire que même si, évidemment, entre la préparation et les annonces, ça représente un certain choc, bien sûr,
En réalité, ça s'est fait relativement facilement. Je dirais que la principale action a été vraiment de modifier le contour du premier cercle en incluant immédiatement un certain nombre de fonctions qui allaient être clés pour préserver finalement le fonctionnement de l'entreprise. Et le fonctionnement de l'entreprise, dans ce genre de situation, repose sur deux choses à protéger absolument. C'est bien sûr les ressources, et donc on parle des hommes de l'entreprise, et de toute la dimension économique. Voilà. Et donc très vite, on a intégré du contrôle de gestion en plus, parce qu'on allait avoir beaucoup de travaux pour ajuster en permanence entre les budgets prévisionnels, la réalité, les demandes de prêts garantis par l'État, etc. Donc, un gros travail de documentation et de simulation à faire. Et puis, de l'autre côté, quelqu'un qui est plus en charge de la protection des hommes, qui s'occupe, par exemple, de tout ce qui est mise en place dans les magasins, de toutes les gestes barrières, qui sont des choses assez lourdes pour filtrer les entrées en magasin, organiser des flux, s'assurer que tout le monde porte les équipements, etc. Voilà, donc un ajustement très rapide parce qu'il y avait quand même une préparation qui était assez solide aussi. Est-ce que tu as Super. ta Ah question? ben oui, super. C'est une super, super réponse. C'est pas évident en tant que dirigeant. Tous les dirigeants n'ont pas vu la crise venir. Peut-être que là, ça dépend aussi des échelles des entreprises, mais pour faire Oui. partie d'un réseau de dirigeants, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui faisaient du jour au lendemain et qui ont fait pas à pas, semaine par semaine. Donc, c'est bien si vous avez pu l'anticiper. Oui, alors peut-être qu'il faut. On n'est pas une grande entreprise, mais on est quand même une grande PME, puisque sur le siège, il y a un peu plus de 300 personnes qui travaillent. On a pas mal de collaborateurs en entrepôt, puisqu'on dispose de 2 entrepôts. Et très vite, en fait, les enjeux, à partir du moment où on a pu réouvrir les magasins, se sont concentrés sur ces entrepôts, puisque là, le télétravail pour préparer les commandes n'est évidemment pas possible. Et donc, il y a des mesures plus lourdes, plus restrictives sur la protection des gens en entrepôt pour faire en sorte que l'activité continue. Et donc, cette structure nous permet d'avoir un certain nombre de personnes, de collaborateurs qui préparent, je ne dirais pas en permanence, mais en tout cas qui préparent ce genre d'événements. Super. Et alors, sur la partie télétravail, comment est-ce que vous avez géré les collaborateurs en télétravail, notamment en termes de management? Je pense que c'est difficile de garder l'alignement sur les priorités et la motivation. Oui, alors je ne sais pas si c'est difficile, mais le télétravail d'abord était quelque chose qui était instauré depuis, je dirais, 18-24 mois à peu près. Alors, évidemment pas dans ces proportions, mais il y avait 1 à 2 journées de télétravail sur tous les postes qui avaient été identifiés comme accessibles au télétravail. Ce qui veut dire aussi qu'il y avait quand même un certain nombre de fonctionnements qui avaient pu être rodés au préalable. Ce qu'on a modifié beaucoup, c'est la communication. Ça veut dire que ce premier cercle élargi dont je parlais tout à l'heure se réunit tous les matins à heure fixe, 10h, 11h. C'est un point obligatoire. Chaque représentant des différentes compétences, dans la foulée, voit ses équipes, là encore, en tout cas celles qui télétravaillent. En général, ça dure une petite heure aussi. Et puis ensuite, on a une communication de fond pour l'ensemble des collaborateurs, qu'ils soient en télétravail ou en activité partielle, sous forme de fil WhatsApp, sous forme de vidéo. Je fais une petite vidéo que je fais moi-même, très artisanale, mais 1 fois par semaine, pour faire un point d'actualité sur le groupe, quels ont été les points saillants de la semaine, quels sont les enjeux à venir. Des petites vidéos courtes, c'est 10 minutes maximum. Pour des raisons pratiques, c'est extrêmement lourd à diffuser. Mais ça permet de garder un fil qui est assez important. Et puis, de manière plus informelle, évidemment, et on ne traite pas dans ce cas-là de sujets professionnels, chaque responsable, 1 fois par semaine à peu près, fait un call avec l'ensemble de ses collaborateurs, et plus pour savoir comment eux vivent
justement cette activité partielle ou télétravail. De plus en plus, au fil des semaines, on a des gens qui vivent pas très bien toute cette démarche, tout cet isolement, pardon. Et donc, un certain nombre de collaborateurs seuls ont pris des initiatives pour fédérer d'autres collaborateurs autour de jeux. Certains sont allés chercher le support de coachs professionnels qui sont à la disposition de tous ces collaborateurs. Donc, il y a pas mal d'initiatives qui sont nées en fait des collaborateurs et qui permettent aussi d'animer en parallèle des choses plus professionnelles tout ce réseau qui est disséminé un petit peu partout. Et donc, ces rendez-vous machine à café ou sur des lieux informels, comme on le voit derrière toi, se recréent au travers de ces outils. Parfois, ça va jusqu'à comment occuper ses enfants à la maison. Et il y a un certain nombre de challenges comme ça qui se créent et c'est plutôt sympa. Mais on voit qu'au fur et à mesure des semaines, quand même, il y a un certain nombre de gens pour qui c'est plus difficile de vivre cet isolement. Oui, donc il y a la partie communication de l'entreprise et puis travail de l'entreprise et puis aussi prendre soin des personnes. Donc c'est super qu'il y ait ce type d'initiative qui se crée pour éviter l'isolement en tout cas des collaborateurs. Ça s'est fait assez spontanément, et je crois que par rapport à l'Acracy, hein, tout ça ne vient pas tout seul. On a engagé un programme de transformation très lourd de tout le modèle en fait, économique. Tu en parlais un peu tout à l'heure au travers de la session des magasins intégrés, mais c'est tout le modèle économique de l'entreprise qui est révisé en profondeur avec des choses assez lourdes. Hein. Et c'est vraiment toute cette notion d'autonomie. Je leur ai dit à plusieurs reprises, apprenez à désobéir, prenez des initiatives. Et c'est vraiment tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de choses qui sortent, pas forcément d'ailleurs d'où on l'attend, mais qui sont des initiatives sympas et qui fédèrent pas forcément les 300 collaborateurs d'un coup, hein, mais c'est des groupes de 20, 30 qui participent à certains jeux et puis d'autres prennent le relais. C'est plutôt sympa. Ouais, ça a l'air chouette. Et puis au-delà de, je pense, voilà, la partie communication sur la situation de l'entreprise, je pense que c'est important, d'autant plus en télétravail, comme on ne se voit pas, de communiquer sur la vision et la culture de l'entreprise, cet aspect autonomie dont tu parlais, que tu dois communiquer, j'imagine, avec ces petites vidéos de 10 minutes toutes les semaines. Exactement. Exactement. Je ne sais pas si tu veux que je prenne des questions à côté ou tout à l'heure. Non, je vais les prendre tout à l'heure. Ouais, je sais qu'il y a déjà des questions, c'est tentant. Parfait, Je les prendrai après. Alors, petite question, je ne sais pas si elle va s'appliquer dans ton cas, mais si tu devais faire de nouveau face à une telle crise, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ou autrement dit, est-ce qu'il y a des enseignements que tu tires de cette situation? Les enseignements, c'est sans doute poursuivre le chemin que l'on a engagé, c'est être capable d'avoir une structure qui est encore plus basée sur la compétence, sur l'autonomie, et qui fait que même si on essaie de tout prévoir, il y a évidemment pas mal d'impondérables. On a quelqu'un, par exemple, qui veille tous les décrets qui sortent toutes les nuits pour le matin, vers 6h, 6h30, nous traduire toutes les conséquences pour nous. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a évidemment des choses qu'on n'a pas prévues et sur lesquelles il faut réagir et souvent réagir assez vite. Mais je crois que ce qui prépare vraiment, c'est d'avoir des gens, bien entendu, les plus compétents possibles, qui comprennent le sens de l'entreprise, le cap que l'on a fixé et qui sont capables de décider en âme et conscience dans le sens de l'entreprise. C'est ce que je résume sous le terme d'agilité intelligente. C'est comment les gens n'ont pas besoin, j'allais dire, d'ordre ou de confirmation pour avancer. Donc, évidemment, un certain nombre de choses sont cadrées. Et puis parfois, il faut savoir sortir du cadre et sans consulter.
On informe après, mais on sort du cadre tout de suite pour pouvoir s'adapter au mieux. Et donc, ce n'est pas un monde idéal, hein, ce n'est pas un monde parfait, mais c'est quelque chose qui nous a permis de réagir très vite. D'autres distributeurs ont fait des choix un peu différents dans le bricolage. Sur le mois de mars, par exemple, l'ensemble de la distribution de bricolage fait moins 50% de décroissance. Avec 15 jours de confinement, on fait moins 30, moins 35. C'est pas un exploit, mais c'est cette rapidité, cette agilité qui nous a permis ça, bien sûr. Oui, c'est sûr qu'en plus, on est en plein dans le printemps, là, donc on sait vouloir bricoler. Et ça ne doit pas être évident de s'adapter. Disons qu'il y a d'autres soucis qui se créent aujourd'hui de cette suractivité sur ces dernières semaines. C'est des problématiques d'approvisionnement. Quelqu'un parlait de fournisseurs. Évidemment, les fournisseurs doivent être intégrés à tout ça. Et donc, il y a des calls hebdomadaires aussi avec des représentants des fournisseurs pour l'état des lieux et nos problématiques pour qu'eux aussi puissent s'adapter plus vite. Merci. Alors, j'ai encore quelques questions avant qu'on passe aux questions des participants. Donc, le gouvernement annonce la fin du confinement le 11 mai. Oui. Je sais qu'il y a quand même une réouverture partielle de votre côté. Nous, on n'a pas d'informations sur ce qui va se passer le 11 mai. On attend tous, je pense, demain soir avec impatience. Mais on peut penser que voilà, il y aura une reprise quand même de l'activité. Comment est-ce que du coup, vous l'anticipez cette reprise pour que l'entreprise puisse rebondir par rapport au premier trimestre qui était moyen? Ouais. Avant de répondre à ta question, mais ce sera très bref, dans les 6 semaines que l'on vient de passer, on se suis rendu compte qu'on était à la traîne des annonces du gouvernement les 10 premiers jours. En fait. C'est le temps qu'il nous a fallu en fait, pour vraiment appréhender complètement tout ce qui allait se passer, ou tout selon nous qui allait se passer. Et donc, on était toujours un peu à la traîne. On attendait les annonces pour faire. Et à un moment donné, la dynamique s'est inversée et on a pris de l'avance sur ce qui allait être dit. Alors, pas forcément évidemment à la lettre, mais en tout cas, c'était facile pour nous après de s'adapter aux 2 ou 3 trucs qu'on n'avait pas anticipés. Aujourd'hui, par rapport au 11 mai, je crois qu'on est dans cette configuration. On sait exactement semaine par semaine qui va reprendre, qui restera en télétravail, qui sera en présentiel, qui va rester en activité partielle. Quelles sont les choses que l'on va réengager. Un siège comme le nôtre a une partie de ses collaborateurs qui fonctionnent, qui dans le temps est utilisé pour faire fonctionner le présent, et puis une partie de ses autres collaborateurs travaille à préparer le futur. Et donc, on a repositionné le réengagement un peu de cette manière-là. Évidemment, ceux qui travaillent sur le présent vont rester engagés. Et puis, au fur et à mesure, on va reprendre notre activité de projection avec d'abord des gens qui vont être engagés, qui auront un impact entre 0 et 3 mois, puis 3 mois, 6 mois, puis 6 mois, etc. Pour, là encore, qu'il n'y ait pas d'accélération, mais les protéger toujours, parce que le Covid sera toujours là. Et donc, je parlais d'un siège de 300, 350 personnes. Il n'y aura jamais plus de 80, 90 personnes ici physiquement. C'est un réaménagement du bureau, c'est 300 000 masques qui sont en vol actuellement, puisqu'ils sont partis de Shanghai il y a quelques heures. C'est du gel, c'est de quoi prendre la température. Donc, voilà, donc le 11, il ne va pas y avoir pour nous d'annonce extraordinaire, je pense. Le seul aléa qui peut avoir un impact encore sur notre organisation, c'est plutôt le fonctionnement des écoles. On ne croit pas à la réouverture des écoles. En tout cas, ce n'est pas le pari qu'on fait aujourd'hui massivement. Et donc, on aura probablement une partie de nos collaborateurs qui devront rester chez eux pour garder leurs enfants et faire leur métier et faire l'école. Et voilà, donc il y a ce type d'adaptation que l'on pense encore pouvoir faire à la marge, mais l'essentiel aujourd'hui est prêt. On ne s'attend pas à un retour à la normale, et encore, on pourrait débattre sur ce que sera cette normalité, mais pas avant septembre probablement.
Sous réserve qu'il n'y ait pas de deuxième vague, ça c'est un autre sujet. S'il y a une deuxième vague, ce sera intéressant de voir le comportement justement de nos dirigeants, parce que pour la première fois, dans une crise de cette ampleur, on a fait passer l'humain avant l'économie. Je ne suis pas sûr qu'à la deuxième vague, ils aient le même comportement, mais on verra. Oui, ça c'est un vrai débat, humain versus économie, effectivement. Alors du coup, il faut quand même faire le lien avec Holacracy, même si Holacracy n'est pas mis en place dans tout Monsieur Bricolage. Tu connais très bien l'Holacracy pour l'avoir mis en place à plusieurs endroits. Est-ce que tu penses qu'un mode de management constitutionnel du type Holacracy permet de mieux faire face à la crise et pourquoi? J'ai parlé tout à l'heure de compétences ou d'organisation basée sur les compétences. De mon expérience, je parlais de grands groupes tout à l'heure. Tu prends un comité de direction, en un claquement de doigts, tu dis il y a machin qui est aujourd'hui N-3, mais qui a cette compétence qui nous rejoint au comité de direction. En général, les choses se passent de manière un peu plus compliquée. Ça crée des remous, c'est pas naturel. Dans des contextes comme une gouvernance comme l'holacratie, ça peut potentiellement créer des émotions pour les uns et les autres, mais ils le gèrent. Et ce n'est pas l'organisation de le prendre en compte. Et donc, même si on n'est pas à holacratie intégralement, sur l'intégralité de notre structure, il y a un certain nombre de réflexes, et en particulier cette organisation basée sur la compétence, avec malgré tout des arbres hiérarchiques extrêmement resserrés, écrasés. L'autonomie, j'en ai parlé aussi, tout ça fait que ça donne une agilité, une souplesse et une capacité de s'adapter qui est beaucoup plus forte. Je crois que ce qui est important sur ces sujets, c'est que chacun reste basé sur qu'est-ce qui est important pour l'entreprise, pour l'organisation, et non pas qu'est-ce qui va être important pour moi au travers de ça. Là, je disais en commençant, il ne faut jamais oublier qu'est-ce qui est important pour l'entreprise. Ce n'est pas la protection des gens et rien d'autre. Ce n'est pas les mesures économiques et rien d'autre. C'est pour nous, en tout cas, sur notre modèle, c'était évidemment les deux. Et donc, ce n'est pas, je vais peut-être choqué, hein, mais être généreux sur les dons, si on peut en faire, c'est très bien, mais ça ne protège pas l'entreprise. Et donc, on ne fait rien d'autre tant qu'on n'a pas protégé l'entreprise. Et pour nous, c'était protéger les salariés et protéger la dimension économique de la boîte. Et donc après, on a pu faire d'autres choses, mais l'important, c'était d'abord solidifier ça. Et un certain nombre de principes de l'holacratie permet d'aller plus vite. C'est une évidence. Merci. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions des participants. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que cette crise n'est que le début et qu'il y en aura d'autres. On en avait pas mal parlé à notre conférence sur le chaos. Est-ce que tu es de cet avis et est-ce que tu envisages d'aller plus loin dans la transformation de Monsieur Bricolage en termes de management et d'organisation en général pour préparer au mieux l'entreprise aux turbulences à venir? Oui, alors, deux choses. La première, c'est que je ne suis pas Madame Soleil. Donc, ce qui va se passer demain, je n'en sais absolument rien. Mais de manière très factuelle, on est dans un environnement qui se complexifie tout le temps. Et bien avant le Covid, c'était déjà un environnement pour la distribution qui était particulièrement complexe. On a fait des changements chez Monsieur Bricolage qui sont très lourds. Hein. Si je vous disais qu'en 2019, on a réduit non pas ce que nous livrons au magasin en termes de services, mais nos effectifs de 25% sans toucher à la qualité de service, etc. Ça vous donne l'ampleur des changements que l'on est en train de mener. C'est absolument considérable. Et ça ne peut se faire que si sur chacun des métiers, il y a un haut niveau de compétence, il y a un haut niveau d'engagement, il y a une très grande connaissance du cap que nous suivons pour que là encore, chacun individuellement soit capable de prendre
les bonnes décisions pour la raison d'être de l'entreprise. Et ça, c'est absolument majeur. Donc, il y aura probablement d'autres types de crises, qu'elles soient sur la santé ou d'autres. Et tout ce qui peut renforcer l'agilité, la compétence de l'entreprise, je crois qu'il faut y travailler beaucoup parce que c'est la meilleure assurance pour demain. Et alors justement, comment tu comptes l'insuffler? Parce que j'imagine que tu ne portes pas ça tout seul. Ah non, tout seul, non, pas très loin. En tout cas, pas dans une organisation comme la nôtre. Aujourd'hui, tu sais, c'est un programme de transformation qui est très lourd. C'est faire en sorte que toute cette façon de regarder l'entreprise, la façon de regarder son travail, sa contribution, comment on fait vivre tout ça. Et donc, on a des équipes de transformation qui ne font que ce métier. J'ouvre une parenthèse. J'ai vraiment ramé pendant les 2 premières années chez Monsieur Bricolage avec la fonction de DRH. Jamais été très confortable avec cette fonction. Parce qu'il y avait toujours, selon moi, des profils qui étaient soit plutôt à vocation juridique, donc qui traitaient toute la relation sociale avec les IRP, toute la paye, etc. Et puis, il y a une autre fonction qui est plus liée justement à l'évolution de ces compétences, de ces organisations, qui recouvre le recrutement, ce qu'on appelle le développement des hommes, la formation, etc. Et pendant 2 ans, j'ai essayé de chercher l'homme ou la femme qui soit capable de réunir ces 2 compétences. Et après 2 échecs, j'ai finalement décidé de scinder la DRH. Donc, on n'a plus de DRH, mais on a 2 dimensions. Une dimension qui a plutôt justement vocation à traiter tous ces aspects juridiques, sociaux, et une autre dimension qui est plus offensive justement dans cette transformation et qui porte cette ambition de transformation. Et ça, en tout cas, ça a été très intéressant pour notre organisation parce que ça nous a permis de mener à la fois des projets de restructuration lourds. Je parlais des magasins intégrés tout à l'heure. Il faut quand même dire qu'on a sur les 65 magasins intégrés que nous devions céder, il y en a 5 sur lesquels nous n'avons pas trouvé de solution. Vous allez me dire c'est peu peut-être, mais c'est quand même un plan social à négocier, c'est des heures et des heures et des heures d'administratif, de négociation, etc. Si on avait eu un DRH, cette personne n'aurait fait que ça depuis 12 mois et personne n'aurait pu mettre la même énergie sur le projet de transformation. Et donc en même temps, on a su faire ça et en même temps faire bouger l'entreprise, l'adapter, écraser justement tous ces arbres hiérarchiques du passé et faire en sorte que les compétences soient dopées et faire le même métier, je vous le disais tout à l'heure, avec 25% d'effectifs en moins, ce qui est considérable. Personne ne peut croire ça, quoi. J'avais même, pour tout vous dire, et pour être très franc avec vous, engagé quelqu'un pour nous dire qu'est-ce qu'il faudrait arrêter, parce qu'on ne pourrait pas avoir ce niveau d'effectifs à la baisse sans arrêter un certain nombre de choses. Mais en réalité, nous n'avons rien arrêté, ou quasiment rien arrêté. Simplement, la reconfiguration des organisations, cette responsabilité, nous a permis de faire ça. Donc ça, c'est un point important. Je vous encourage vraiment tous si vous avez cette fonction de DRH, et j'en veux pas au DRH s'il y en a qui nous écoutent, mais quel est plutôt votre profil? Est-ce que vous êtes plutôt justement à l'aise dans ces relations sociales, plutôt à l'aise sur ce côté plus offensif dans la transformation? Moi, en tout cas, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui soit capable de tout, mais ça existe peut-être dans les gens qui nous écoutent ou ailleurs, je sais pas. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu non plus à ta question, peut-être pas. Bon, si, c'est très bien. Puis on va passer aux questions des participants, comme ça, si on n'a pas bien répondu, les participants pourront nous poser leurs questions. Alors, on a une première question de Étienne. Je vais prendre dans le chat. Hein. Mais si vous avez des questions, mettez-les dans le Q&A. Ce sera plus facile pour moi. Je vais juste prendre celle-ci qui est la seule dans le chat. Ça devrait le faire. Hormis les équipements de protection, quels fonctionnements ont été modifiés et quels nouveaux fonctionnements, type des réunions, des process, ont émergé et à l'initiative de qui? Alors, par exemple, dans nos entrepôts, on a 2 entrepôts.
Et on a 2 entrepôts que je qualifie de miroirs dans le sens où ils gèrent pour l'un l'approvisionnement de 400 magasins qui sont plutôt au nord de la France et un autre qui est implanté dans le sud, qui est le même en termes de contenu et qui gère 400 magasins à peu près pour le sud de la France. Il y a un enjeu pour nous majeur en termes d'approvisionnement, parce que s'il n'y a plus d'approvisionnement, il n'y a plus de chiffres, évidemment. Et à la fois de protection donc, de ces équipes en magasin. Donc, plutôt que d'avoir, par exemple, une équipe qui, dans chacun des entrepôts, travaille de 6 heures le matin à 14, 15 heures, par exemple, on a 2 équipes maintenant, une qui fait 6 heures, 13 heures, et une qui fait 14 heures, 21 heures. Ce qui nous permet finalement de nous donner 4 chances plutôt que 2 de pouvoir toujours approvisionner l'ensemble du parc, parce que même s'il y a une équipe qui est touchée par le Covid et qui doit se mettre en 14 on a toujours une équipe en place. Et donc, 2 équipes par 2 entrepôts, ça nous fait 4 chances toujours de pouvoir livrer nos entrepôts. D'où vient cette proposition? C'est pour le coup, c'est du patron du site. Ici, c'est au niveau du siège, au moment de la reprise. Ça va être des horaires aussi, j'allais dire à la carte, pour éviter que les gens arrivent tous à une certaine heure et éviter ces concentrations. Il y a la prise de température, l'autodiagnostic à l'entrée, c'est l'équipement à l'entrée, des choses assez classiques, hein, je pense que vous lisez tous ou vous pratiquez tous déjà. En termes d'organisation ou d'équipement, je ne crois pas qu'il y ait de choses, je réfléchis en même temps, plus spécifique que ça. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose en tête. C'est Étienne qui a posé la question. Donc, Étienne, si vous avez besoin de plus de précision, je vous invite à le mettre dans le chat. Je pense que ça répond déjà bien. Et puis, tu avais parlé aussi des réunions que vous faites, les réunions à 11h, etc. Vous avez mis en place un certain rythme aussi dans le télétravail. La question, peut-être pour nous, n'est pas tant de savoir qui vient l'idée. À partir du moment où l'idée correspond à notre besoin, on l'adopte en fait. Donc, merci. Alors, une question maintenant de Loïc qui demande, donc vous parlez de 85 puis 60% de vos collaborateurs en activité partielle dans cette période difficile. Qu'ont-ils perdu en termes de salaire? Alors, ils perdent ce que tous les salariés qui sont en activité partielle perdent aujourd'hui. C'est de l'ordre de 14% sur leur rémunération nette. Et ça, c'est jusqu'au 11 mai, puisque jusqu'au 11 mai, finalement, personne n'est responsable de ce confinement à part le gouvernement. À partir du 11 mai, on fera évoluer les règles parce que ce sera notre choix à ce moment-là de maintenir certaines populations en activité partielle. Ce ne sera plus le choix du gouvernement. Ah, ça, c'est fort parce que bon nombre de personnes le font jusqu'à fin juin. Ça dépend de l'activité aussi et de la taille des entreprises. Mais du coup, à partir du 11 mai, vous assumez totalement ce que vous gardez en chômage partiel. Exactement. Mais là encore, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes règles. C'est aussi en fonction des capacités financières de l'entreprise. L'entreprise, quelle qu'elle soit, n'est pas responsable de cette situation. Donc, soit elle est en mesure de faire face et pourquoi pas assumer pleinement l'écart de rémunération. Si elle n'est pas en mesure de faire face, l'important aujourd'hui, c'est que la structure, quelle qu'elle soit, puisse exister au-delà de cette crise. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'exemples ou de bons exemples à faire. C'est évidemment, tout le monde aimerait pouvoir payer ses collaborateurs à 100%, quelle que soit la situation. Oui, après c'est des choix, mais ça montre quand même votre engagement auprès des collaborateurs que tu énonçais tout à l'heure et la volonté de leur maintenir un certain niveau quand même de vie. Oui, mais je le redis, Margot, c'est important parce que je crois que c'est différencié. Si on n'avait pas pu économiquement le faire, ben on ne l'aurait pas fait, évidemment. Et ce n'est pas pour autant qu'on
n'est pas engagé avec nos collaborateurs. Et en l'occurrence, on va pouvoir le faire. Donc la question se pose. Merci. Louis continue cette question du coup en disant quid de vos fournisseurs et sous-traitants, qu'avez-vous fait les concernant? Alors, ce qui me permettra de répondre à une autre question en même temps, pardon Margot, on a chez Monsieur Bricolage plutôt une très grande majorité des fournisseurs français et un peu européens. Et on n'a que 4% de produits qui sont importés d'Asie. Tu parlais tout à l'heure de mes expériences précédentes dans d'autres entreprises où ce taux était plutôt à 25%, 30% de grande importation. Ce qui veut dire que on a essayé aussi de se mettre en ligne et de se mettre en cohérence avec notre. Nous avons défini comme projet l'entreprise avec autour de la proximité, bien entendu. C'est difficile de parler de proximité si en même temps on achète 35% de nos produits ou 30% de nos produits en Asie. Donc on a essayé aussi de faire ce chemin-là pour créer cette cohérence. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui avec nos fournisseurs d'avoir des relations qui sont plus apaisées, qui comprennent nos choix, qui nous suivent, qui ont traversé avec nous les difficultés que l'on a eues pendant toute cette phase de restructuration qui ont été et je vous le disais tout à l'heure, on a un dialogue hebdomadaire avec nos fournisseurs au niveau d'une fédération. Et puis, il y a des dialogues tous les jours entre les hommes du produit chez nous et les fournisseurs. C'est un écosystème qui se tient en fait. L'entreprise seule sans les fournisseurs ne fonctionne pas et l'inverse est vrai aussi. Et donc, on a pu mettre en cohérence sur ces 2-3 dernières années ce principe-là. On n'est pas dans l'affrontement que la grande distribution quitte, je pense, depuis quand même pas mal d'années, en général, pour aller vers davantage de collaboration avec ses fournisseurs. Merci. Vincent demande dans quelle partie de l'entreprise utilisez-vous Holacracy et souhaitez-vous élargir ce périmètre? Alors, ça a toujours été mon souhait, Vincent, et je ne trouve pas la clé pour mettre Holacracy sur l'intégralité d'une structure comme la nôtre. Quand j'entends comme la nôtre, c'est à la fois nos fonctions centrales. Nous avons 3 sièges. On a 3 entrepôts, enfin 2 entrepôts miroirs dont je parlais tout à l'heure, plus un autre entrepôt pour des produits très saisonniers. Donc, tous ces collaborateurs-là dépendent directement de nous. Et puis, on a maintenant 850 points de vente qui sont franchisés. Et donc, je ne trouve pas pour l'instant la clé en fait pour étendre Holacracy sur l'ensemble de ce périmètre. Donc, on le fait, j'allais dire, par touche, par service. Et on s'assure que ce soit bien consolidé avant d'envisager quelque chose d'autre, de plus large. Mais même sans l'intégralité en fait, de la gouvernance de Holacracy, il y a un certain nombre de principes clés que l'on met en place sans nécessairement l'appeler Holacracy. Quand je suis arrivé chez Monsieur Bricolage, les gens ont googlisé mon nom et les premiers trucs qui sortaient, c'était Holacracy. Donc, ils pensaient qu'un gourou allait arriver. On m'a parlé que de ça pendant quelques mois. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu. En tout cas, je crois que ce qui est important, c'est d'être convaincu qu'un individu a besoin d'un périmètre clairement défini. Et donc, il y a beaucoup de travaux à faire sur ça, qu'on soit en Holacracy ou pas. D'éviter les zones de recouvrement, d'éviter, comme le dit Bernard Marie, les trous dans la raquette, de faire en sorte de leur donner une responsabilité réelle, une autonomie réelle, et puis d'organiser toute la communication et les liens qui vont autour de ça. Lorsque l'on fait ça, et c'est ce que l'on essaie de faire, c'est déjà des enjeux assez lourds, hein, parce que ça vient tamponner assez fort des habitudes très anciennes.
mais les résultats, enfin, en tout cas l'agilité que l'on peut gagner est tout à fait tangible. Merci. Alors, j'ai mis les liens dans le chat pour ceux qui sont intéressés pour l'expérience du magasin Monsieur Bricolage Hoche. Vous avez les vidéos. Alors, Myriam nous demande, du coup, par rapport à la DRH, je pense que ton intervention sur la DRH a suscité quelques questions. Elle demande si vous avez créé 2 cercles différents en mode holacratie. Alors, comme vous ne pratiquez pas holacratie au siège, je ne sais pas comment tu peux répondre à cette question, et peut-être comment est-ce que tu as fait du coup pour scinder la DRH. Donc, on a bien, j'allais dire, classique du terme de direction, de manière très simple. Une qui est en charge le programme de transformation et qui s'est vu doté, pour moi, d'outils importants, qui est née coopérative et qui est entrée en bourse, on ne sait pas pourquoi, et souvent avec des PDG qui étaient tout puissants et qui avaient un mode managérial, j'allais dire assez brutal, c'est pas le bon mot, mais en tout cas un type d'entrepreneur aujourd'hui, mais dans le sens un peu caricatural du terme. Merci. Du coup, je me permets, c'est pas trop dur justement de recruter sans ce titre DRH? Parce que j'imagine que pour recruter ces 2 personnes, ça a dû être compliqué Pas sans du avoir tout. de titre. En fait, non, pas du tout. En fait, je me fous complètement des titres. Donc, en général, ce que j'ai en tête, c'est le partage de la mission, de l'ambition. Et je leur ai demandé de créer leur propre titre parce que finalement, c'est pas un sujet. Le titre, c'est important quand tu commences à te vendre ailleurs, quoi. Pour savoir ce que tu faisais comme métier, expliquer, c'est plus simple. Mais en interne, après, personne n'appelle les gens directrices de ceci ou de cela. On n'en est pas là du tout. Donc, personne ne m'appelle monsieur le directeur général dans l'entreprise. Il m'appelle Christophe. Donc, voilà. Donc, franchement, ça n'a pas du tout été un problème. Et les gens, et les gens vivent pleinement et j'allais dire heureusement ces fonctions-là. C'est l'essentiel. C'est pas les mêmes profils. On a un profil, Ouais. une avocate, hein, par exemple, qui s'occupe évidemment de la partie relations sociales et de la paye. Et on a quelqu'un qui vient plutôt de la communication, qui a été agent d'acteur, un profil complètement atypique. Voilà, c'est 2 personnes très différentes. Et les 2 s'entendent bien, collaborent parfaitement et s'éclatent dans ce qu'elles font. Et on ne leur demande pas de se forcer à prendre un rôle qui n'est pas le leur sur une partie du métier qui est très différente. Merci. Alors, on a ensuite une question de Quentin qui demande comment est défini le cadre, les règles de l'autonomie de chacun. C'est une bonne question. Ça fait clairement partie des choses qui manquent dans le fait de ne pas appliquer l'holacratie strictement. Donc, on commence en général par passer un peu de temps à définir justement le périmètre. J'appelle ça souvent la propriété. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la notion de propriété existe évidemment en holacratie et ça fait partie des termes qui sont devenus assez courants chez nous. Une des premières décisions, par exemple, pour illustrer ça sur la propriété, c'est tout ce qui est paiement, gestion de la trésorerie. Pendant une semaine, j'en ai fait ma propriété. C'était le temps de poser l'entreprise, évaluer tous les impacts. On change du jour au lendemain une propriété. Ça ne veut pas dire que les trésoriers font plus leur boulot, mais du jour au lendemain, c'est moi qui parce que c'est vital à ce moment-là, qui prend la propriété de ça avant de le retransmettre. Le temps de poser les choses. Et donc, pour revenir à
à votre question, c'est on prend du temps en général pour définir le cadre de cette propriété de l'exercice. On prend du temps pour donner le cap, expliquer la raison d'être de l'entreprise. Et c'est pas simple. On est une activité qui est orientée principalement sur les services que nous pouvons rendre à nos magasins. Mais il y a des services qui produisent de la valeur et des services qui ne produisent rien. Et donc, quand on a redéfini le projet d'entreprise, la raison d'être, on a posé cette notion de service rentable. Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont évidemment très engagés, complètement de bonne foi et qui ont envie de rendre un certain nombre de services non rentables. Et ces gens-là nous coûtent cher. Ou en tout cas, cette partie-là de leur métier nous coûte cher. Et donc, cette pédagogie autour de la raison d'être, autour du cap, est importante à refixer en permanence pour faire en sorte que les gens ne s'égarent pas, non pas par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, mais qu'ils ne s'égarent pas par rapport à ce dont l'entreprise a besoin. Donc aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de temps au départ, pour être très direct dans ma réponse, pour fixer ce cadre-là. Et puis après, c'est une communication plutôt de fond, principalement autour de l'ambition. Voilà. Merci. Alors, on a 2 dernières questions. Loïc qui demande en quoi êtes-vous ou allez-vous être unique chez Monsieur Bricolage par rapport aux autres enseignes du même genre? Et allez-vous notamment utiliser, entre guillemets, votre transformation en externe aussi pour montrer votre différence? Oui, c'est vraiment, j'allais dire, c'est le cœur du sujet. Merci pour cette question. En fait, je ne sais pas combien de temps j'ai, Margot, mais je vais essayer de synthétiser. Tu peux prendre le temps de développer. Nous sommes des magasins de proximité et on a défini que la notion de serviabilité était quelque chose d'essentiel dans le projet de l'entreprise. Lorsqu'on parle de commerce en général, on parle de transaction. Et nous, on a posé quelque chose qui est assez fort, c'est que la relation passe avant la transaction pour être complètement en adéquation avec ces valeurs de proximité, de serviabilité, etc. Lorsqu'on pose que la relation prime sur la transaction, ça veut dire, par exemple, qu'on ne peut pas faire les magasins comme on les faisait jusqu'à maintenant. Et c'est là que la difficulté de la transformation commence, parce que ça veut dire que je dis au magasin aujourd'hui, il faut transformer votre magasin. Et quand je dis ça, je n'en ai pas le pouvoir. Je vous rappelle qu'on travaille avec 850 franchises qui sont des entrepreneurs indépendants. Ça veut dire qu'il faut les convaincre que le commerce tel qu'on veut le faire, la place que l'on veut avoir sur le marché, pour reprendre ce que tu disais, nécessite qu'on utilise de la place dans ces magasins uniquement pour la relation, avec aucun objectif de transaction. C'est-à-dire que tous ces gens de la distribution, moi compris, à qui on a expliqué depuis qu'ils sont tombés dedans, pour certains il y a 20 ans, 30 ans, que chaque centimètre carré compte dans le commerce, on est en train de leur dire qu'il faut oublier tout ça. C'est pas le commerce que l'on veut faire, c'est pas le commerce qui correspond à Monsieur Bricolage, parce que le projet, la singularité de Monsieur Bricolage, c'est justement la relation au travers de cette proximité, cette serviabilité. Et donc, dans les nouveaux magasins que l'on crée, on a des espaces non marchands avec des canapés, des tables pour venir travailler, se connecter, échanger ces expériences de bricolage, des espaces qui sont dédiés aux associations qui n'ont pas forcément de lieu pour se réunir, à qui on donne accès à ces espaces. Ça peut être, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un restaurateur nouveau dans un village qui est venu faire des démonstrations de son savoir-faire sur des planchas, etc. Voilà, ce n'est pas des choses qui sont en vocation marchande, ce sont des vocations relationnelles. Et c'est l'axe que l'on a choisi comme différenciation, comme singularité. Et c'est évidemment difficile de porter ce genre de mutation dans une entreprise avec des commerçants à qui on a appris depuis toujours que chaque centimètre carré doit être rentable. Donc ça fait partie
des choses que nous sommes en train de faire bouger. Je parlais de 850 points de vente, on a 30, 35 qui ont engagé ces transformations-là, qu'on accompagne aussi d'un point de vue humain, comportement. Et c'est évidemment un enjeu qui est très fort, à la fois par rapport à des concurrents classiques existants depuis longtemps, mais aussi bien sûr aux acteurs du digital. Et ces acteurs du digital sont une opportunité pour nous d'accélération de cette mutation. Parce que sinon, ce que nous proposons est moins efficace que ce que Amazon ou Cdiscount peuvent proposer. Donc, c'est important d'aller activer d'autres leviers pour que les clients reconnaissent en nous cette singularité. Merci. Alors, on a le temps pour une dernière petite question. Donc, une question qui est à propos de la raison d'être de l'enseigne, par rapport à la raison d'être de chaque personne. Comment est-ce que vous créez l'accord entre les deux? Et du coup, moi, j'élargirais bien la question sur le recrutement, parce que tu disais que voilà, vous recrutez beaucoup par rapport au talent et à l'autonomie des personnes. Donc, comment est-ce que vous gérez ça? En fait, comment on gère ça? On s'est d'abord assuré que notre équipe de recruteurs non seulement comprenait notre projet, j'allais dire, mais était très confortable avec notre projet, croyait, adhérait et était capable de retranscrire comme je peux le faire, mais comme n'importe quel membre du premier cercle sont capables de le faire. Et ça, c'est une première étape importante. Et du coup, tout le monde n'a pas pu rester dans ces postes-là. Là encore, pas d'angélisme. Hein. C'est pas quelque chose qui est toujours doux et accompagnant et tout ce qu'on veut. Hein. Parfois, il faut prendre des décisions qui peuvent être plus dures. Ensuite, c'est tout le processus de recrutement qui a été revu pour valider que les gens, évidemment, ont les compétences, mais vont être aussi confortables avec le comportement qu'on va leur demander. Tout le monde n'est pas capable de travailler avec un niveau d'autonomie très élevé, tout le monde n'est pas capable de travailler en se disant « je suis face à un blocage, la règle me dit de faire ça et il va falloir que j'en sorte ». Et avoir le courage d'en sortir, c'est pas toujours ça. Voilà. Donc il y a un certain nombre pas de tests, mais en tout cas de parcours dans le recrutement qui nous permettent d'évaluer que ces gens sont compatibles avec notre projet. Ça, c'était pour répondre sur le recrutement. Sur la raison d'être, très, très directement et très franchement, on ne va pas aussi loin aujourd'hui dans l'alignement entre la raison d'être individuelle de chaque poste et celle de l'entreprise. Notre première étape, je veux dire, de solidification, c'est en permanence de solidifier, de communiquer sur la raison d'être de l'entreprise. Et là encore, c'est pas si simple parce que les influences que l'on peut subir de partout, y compris de nos propres franchisés, est forte pour venir remettre en cause et potentiellement aller au-delà de notre raison d'être. Donc, pour l'instant, on en est là et on ne va pas plus loin aujourd'hui dans cette déclinaison des raisons d'être. Merci Christophe. Alors, on arrive à la fin du temps qui nous est alloué. Merci à tous pour votre question. On organise d'autres webinaires et conférences, donc vous recevrez les informations dans l'email qui va suivre. Et on a donc la série de webinaires qui continue jusqu'au 7 mai. Vous pouvez nous rejoindre demain à 13h pour écouter Isabelle Bord, présidente du directoire de Scarabée Biocoop à Rennes. À 15h pour écouter Christian Morin, chef de l'entreprise nantaise Logicmax Technologies. Puis il y en aura d'autres dans la semaine si vous n'êtes pas disponible à cela. Si jamais vous souhaitez aller plus loin sur l'acratie et le management constitutionnel, il y a plusieurs pistes. Vous pouvez notamment suivre une formation 360 degrés avec Bernard-Marie Chiquet pour découvrir les 4 outils et clés de mise en place de cet outil. On en organise une en ligne, hein, confinement oblige, donc le 7 mai, ce sera en ligne.
si vous souhaitez rejoindre cette session. Et puis ensuite, normalement, on maintient les dates pour l'instant. 8 septembre à Bruxelles, 12 novembre à Genève et 3 décembre à Paris. On organise aussi donc, nos formations de praticiens, qui sont des formations plus longues sur une semaine. Et là, il y aura une session à Paris cette année, 12 au 16 octobre. Et puis, on est en train d'en faire une en ligne. Donc, j'enverrai les informations dès qu'on aura un peu plus de package et l'offre en version en ligne, parce que c'est une formation qui demande pas mal de pratique. Et si vous souhaitez transformer votre management sans forcément utiliser Holacracy, mais vous êtes en position de management et vous souhaitez explorer d'autres voies, on a un parcours de dirigeant avec Bernard-Marie Chiquet, qu'il s'agit de séances d'accompagnement individuel à distance sur vos problématiques de management d'entreprise. Et puis, on a aussi la mise en mouvement de votre équipe. Si vous le souhaitez, c'est une offre qu'on peut faire à distance sous forme de 8 sessions, ou bien ça peut être sur site, sur 2 à 3 journées. L'idée, c'est de mettre en mouvement votre équipe de direction vers le management constitutionnel. Alors, pour terminer, je te propose du coup, Christophe, un petit tour de clôture en quelques mots sur ton expérience de ce webinaire, tes apprentissages, voilà, ce que tu as envie de partager, un peu comme en Holacracy. Non, je l'avais écrit. Merci pour cette initiative. Merci pour l'attention de tous, pour les questions. L'Holacracy et cette rencontre avec Bernard-Marie et plus tard avec toi, Margot, a toujours été une belle aventure. Moi, j'espère vraiment qu'on arrivera à trouver la clé pour faire en sorte que sur des organisations assez larges, je puisse trouver la clé pour l'installer. C'est des choses qui sont difficiles. Je crois qu'on est mieux préparé aujourd'hui, après ces 2 ans de transformation, qu'on ne pouvait l'être il y a 2-3 ans. Probablement qu'on en reparlera ensemble. Merci en tout cas. Merci à toi Christophe et merci à toutes et à tous pour vos questions. C'était un plaisir et puis on se donne rendez-vous donc demain à 13h avec Isabelle Bord. Bonne journée. Merci Marion.